Et ici, les acheteurs qui sont en train de vérifier le produit, hein? Le bois d'ébène. Le bois d'ébène. C'était ça. On était des marchandises, on n'était pas des gens. Hein? On était comme des mulets ou des chevaux pour le développement et des villes occidentales telles que Nantes, Bordeaux et tout ça. En France, c'était la machine pour couper la canne, pour faire le sucre. On était en train d'acheter les pièces détachées. Il ne faut jamais oublier que quand on se promène sur les quais de Bordeaux ou de Nantes, ou même lorsqu'on se promène dans certains quartiers de Paris, le Faubourg Saint-Germain par exemple, que toutes ces belles maisons, toutes ces belles façades n'ont été possibles que parce que, dans des bateaux un peu semblables à celui-ci, on transportait des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient pas demandé à voyager et qui résistaient contre l'esclavage. Ça ne faisait pas vivre que les armateurs négriers, ça ne faisait pas vivre que les planteurs, ça faisait vivre tout un système, un Français sur 8, au point que quelqu'un a pu s'exclamer devant le roi à Versailles « Sire, votre cour est créole ». Tout le monde était concerné. On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage en France, on pense à la casse de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les 8 millions d'Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne ont transporté là-bas, dans des conditions effroyables. C'est moi seul qui a fait tout ça, tout qui est faut qu'il faut faire c'est là. Quel que soit le monde, c'est là nous fait toute bagaille. C'est là nous fait cérémonie vaudou, toute bagaille chaque jour. Non. Chaque là nous fait c'est le mardi, vendredi. Non, tout pied bois là, supposé tout pied bois qui est chargé avec les bois, on côté secrété. 9 départements pays a été réunis en fait. C'est ici à Bois Caïman, donc sur la place normale le Mezi, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois Caïman. Qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. Cet endroit a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, donc, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. Voici une première trace, un vestige de cette époque où Haïti s'appelait encore Saint-Domingue. Malgré les guerres, les incendies et les tremblements de terre, cet arbre autour duquel s'étaient réunis les esclaves en 1791 est toujours là. Mais je n'ai toujours pas trouvé de traces concrètes de Toussaint Louverture. Était-il présent à cette cérémonie du Bois Caïman? En était-il un des organisateurs? Et quel était son visage, son allure? On dit que c'était un homme de petite taille, qu'il était même chétif. Et pourtant, on sait aussi qu'il a connu une ascension exceptionnelle, qu'en 10 ans, il est devenu général de l'armée française et gouverneur de la colonie où il avait été esclave. Je me suis ensuite rendu au musée d'art haïtien de Port-au-Prince pour chercher d'anciennes gravures de l'époque coloniale et même des portraits de Toussaint Louverture. Nous avons peut-être 10 à 12 portraits de Toussaint Louverture, mais qui ne se ressemblent pas du tout, mais pas du tout. Alors, lequel est le portrait de Toussaint? On n'a pas fini de discuter là-dessus.
Alors nous en avons deux ici, il y en a un ici et l'autre là-bas. On peut voir la différence qu'il y a entre les deux. Il y a plusieurs de ces portraits qui sont caricaturales. Et pour les raisons très simples, la gravure pouvait fortement orienter l'opinion publique. Et que montrer un Toussaint qui se rapprochait du singe, n'est-ce pas, avait parfois énormément d'importance pour justifier l'esclavage et pour justifier tout ce qui se passait. En dehors de ces quelques reproductions, aucun document n'évoque la vie de celui qu'on appelait parfois le Spartacus noir. Le conservateur m'expliqua qu'il était très difficile de trouver des traces de cette époque, car les villes haïtiennes ont disparu 3 ou 4 fois dans des incendies. Mais dans les salles du musée, il me fit découvrir des dizaines de tableaux récents qui racontent l'histoire d'Haïti. Et bien sûr, dans ces tableaux, il ne faut pas chercher la vérité historique. Il faut chercher plutôt ce qui a été conservé dans la mémoire collective. C'est pas comment justement Toussaint a été perçu. Et donc, ce qui est important pour l'Haïtien, c'est que Toussaint représente l'esclave qui a pu se libérer de l'esclavage et qui, sorti de l'esclavage, va libérer ses frères. Donc il n'aura qu'un seul rêve, le rêve de l'abolition totale de l'esclavage. Donc ce premier tableau, c'est justement Toussaint, esclave qui dort et qui a une vision, disons plutôt un rêve. Le rêve d'un ange qui vient lui donner sa mission. Sa mission est celle de libérer ses frères. Donc le tableau représente ensuite Toussaint libre, Toussaint qui devient cocher, mais qui a déjà acquis sa liberté. Et nous avons la situation des esclaves à l'époque, les esclaves qui sont fouettés par le commandeur. Ici, c'est la cérémonie du bois caïman, et c'est le point de départ de tout. N'est-ce pas? C'est la cérémonie où la grande insurrection de 91 a été préparée. Donc ça, c'est le point de départ. Et la révolte commence 8 jours plus tard. Nous sommes de plus en plus portés à croire que Toussaint était déjà là et que le véritable organisateur a été Toussaint. Le conservateur continua de m'entretenir de l'histoire de son pays. J'appris qu'après la cérémonie du bois caïman, les révoltes d'esclaves s'étaient organisées et avaient poussé les autorités françaises à abolir l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Nous étions au mois d'août 1793. À partir de ce jour, les anciens esclaves deviennent de fait des citoyens français. Les autorités de la colonie décident ensuite d'envoyer leurs 3 députés à Paris pour porter la nouvelle de cette abolition. Là, c'est la première abolition de l'histoire. Les 3 députés de Saint-Domingue sont admis comme députés à part entière à la Convention. La grande nouveauté qui a frappé les esprits, c'est la présence de députés de couleur, un noir et un mulâtre. Donc séance dans l'après-midi du 4 février 1994 à la Convention, où on a consacré le principe de la liberté générale dans les colonies. C'est-à-dire que l'abolition imposée à Saint-Domingue par la victoire, même si on peut discuter le mot, des esclaves insurgés, est légalisée et étendue à toutes les colonies. On a voté à main levée, dans l'enthousiasme. Il y avait, semble-t-il, environ 250 députés présents, et le vote a été acquis à l'unanimité. Je ne suis pas du tout certain que le projet de la Révolution française était d'abolir l'esclavage dans ces conditions-là.
les principes de la Révolution, les droits de l'homme, condamnaient l'esclavage, mais le condamnaient à terme. Il n'y a pas de projet d'abolition immédiate de l'esclavage avant l'insurrection des esclaves. Ce sont eux qui ont fait, en quelque sorte, entrer l'abolition dans l'histoire, et c'est l'insurrection qui a obligé une partie du personnel politique français à remettre en question sa vision des droits de l'homme pour l'étendre à toutes les catégories de l'humanité. La France avait donc été le premier pays à abolir l'esclavage en 1794. Mais alors pourquoi ne parle-t-on jamais de cet acte généreux dans nos manuels d'histoire? Après cette abolition, de nombreux esclaves intègrent l'armée révolutionnaire française pour se battre contre les Anglais et les Espagnols qui pensent que le moment est venu de priver la France de sa plus belle colonie. Pour les avoir vaincus héroïquement, Toussaint Louverture est nommé général de l'armée française, puis il s'impose comme gouverneur de Saint-Domingue. Mais à partir de 1801, Napoléon Bonaparte, qui rêve d'un grand empire colonial en Amérique, va remettre en question les acquis de la Révolution et en premier lieu l'abolition de l'esclavage. Alors voilà l'Océan qui était le vaisseau amiral sur lequel Pauline Bonaparte et son mari Victor-Emmanuel Leclerc ont embarqué au mois de décembre 1801 pour emmener une expédition de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui étaient chargés de rétablir l'ordre esclavagiste à Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Toussaint Louverture, en 1801, avait accordé une constitution à la colonie qui faisait que la colonie n'était plus tout à fait une colonie. Et c'est ça qui va motiver la colère de Bonaparte, qui ne supporte pas que cette colonie lui échappe, qui ne supporte pas que Toussaint Louverture lui fasse de l'ombre, parce que Toussaint Louverture, à l'époque, est un personnage qui jouit d'un prestige important, notamment en France. On l'appelait le Napoléon noir, et ça, ce n'est pas très, très plaisant pour Napoléon. On sait bien que souvent, quand il y a des expéditions coloniales, on n'en parle pas, on parle de pacification. C'était le cas pour l'Algérie, ben c'était la même chose. Il n'y avait pas de guerre officiellement, rien ne se passait, sauf que 60 000 hommes ont été envoyés là-bas et que très peu sont revenus. Et la colonie de Saint-Domingue, dans laquelle on était censé rétablir l'ordre, non seulement ne va pas revenir à l'esclavage, mais va être perdue définitivement pour la France. Elle deviendra République d'Haïti le 1er janvier 1804. Et Napoléon ne se remettra jamais de cet échec. Ce sera la fin de son rêve américain. Et de dépit, il va vendre la Louisiane. Lors de mon retour en Haïti, je faisais escale à la Martinique dans l'espoir de rencontrer Aimé Césaire, qui a écrit une biographie de Toussaint Louverture en 1960. Entre deux rendez-vous, le vieil écrivain accepta de m'accorder un court entretien pour évoquer le héros haïtien. Oui, j'ai resitué Toussaint dans l'histoire de la Révolution française. Et le cas de Toussaint m'a permis de donner un éclairage nouveau à la Révolution française. Fouché dans ses mémoires le dit tout uniment. On décidait qu'après la conquête, on maintiendrait l'esclavage conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Vous vous rendez compte? Donc on nie et la Révolution. On revient aux lois et règlements antérieurs à 89. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient rétablir l'esclavage. Ils ont passé pas du tout. Les Noirs seront libres. Le seul obstacle qui s'oppose à la réalisation de tout ça, c'est le sieur Toussaint Louverture. Ils ont tout fait pour isoler Toussaint Louverture. Et au fur et à mesure, on s'est aperçu que ça prenait. Les gens n'avaient aucune